Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler du Canon R1 et du R5 Mark II. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par téléphone par Tristan de Digitphoto qui m'a dit qu'ils avaient la possibilité de m'envoyer à Perpignan pendant Visa pour l'image, invité par Canon pour tester deux boîtiers, le Canon R1 et le R5 Mark II. Bon, du coup, tu te doutes bien que si je fais cette vidéo, c'est que j'ai dit oui. Toutefois, je te mets en garde tout de suite, cette vidéo ne sera pas un test complet et en profondeur des deux boîtiers. Je les ai bien eus en main, mais pas assez longtemps pour dire que je les maîtrise parfaitement. Bah oui, ici, on est transparent. Cette vidéo va globalement se découper en 3 chapitres. On va évidemment parler des appareils et ce qu'ils contiennent, mais on va aussi parler de ce que c'est, se faire inviter par une marque, et enfin, il y aura une belle ouverture à la fin, du moins je l'espère. Commençons déjà par l'invitation, comme ça pose le cadre. Pourquoi est-ce que j'ai accepté alors qu'en vrai je fais très peu d'opérations de ce genre? J'ai déjà eu l'occasion par le passé de bosser avec Canon sur la sortie du R6 Mark II. Déjà avec Digitphoto. Il m'avait envoyé le boîtier pendant 48 heures et j'avais pu faire ce que je voulais avec. J'avais adoré l'expérience, j'avais adoré le boîtier, donc je me suis dit bah allons-y, on y retourne. Se faire inviter par une marque, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on reste objectif? Parlons-en. Donc Tristan me propose, j'accepte et je suis donc mis en lien avec les équipes de Canon pour organiser ma venue. Globalement, trajet, hôtel, expo, restaurant, tout est pris en charge par Canon, on est invité quoi. Et évidemment, on attend en retour des invités qu'ils fassent un peu de contenu sur leur séjour. Enfin jusque là, rien qui me choque, ça me paraît logique. Le ton par mail et par téléphone est vraiment très sympathique, j'ai eu plusieurs personnes parce que organiser ma venue aura été un peu compliqué. Apparemment, j'habite dans le Mordor. Le truc qui est vraiment cool, je trouve, dans les hôtels, c'est qu'il y a toujours un super éclairage dans la salle de bain. Ils ont toujours une espèce de petit néon qui ressemble à un pavotube. Attends, je vous montre. Genre ça là, et je trouve ça marche genre terriblement bien. Et donc bref, mon périple à moi qui commence. Oh, ma caméra. Mon périple à moi il commence un jour avant les autres personnes qui sont invitées, parce que j'habite apparemment dans une région qui est sinistrée au niveau des vols pour aller à Perpignan, c'est-à-dire que l'aéroport le plus proche de chez moi c'est Luxembourg, qui est quand même un gros aéroport. J'ai déjà réussi à aller très loin depuis Luxembourg. Et bien pour aller à Perpignan, ça me mettait un périple de 20 heures. Perpignan, en route c'est 9 heures, 9-10 heures en voiture. En avion, 20 heures. On n'a pas compris. Chez Canon, ils se sont un peu moqués de moi, je crois d'ailleurs. Ils ont cru que j'habitais dans le Mordor, ce qui est finalement peut-être pas faux. Donc j'ai dû passer par Paris la veille pour prendre l'avion demain, et en 1 heure, je serai à Perpignan. Et donc qui dit prendre l'avion pour un seul jour, dit bagage cabine seulement, parce que ça sert à rien de prendre trop. Mais du coup, ça m'a quand même pas empêché de prendre un peu de lumière avec moi, il faut pas déconner. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire rentrer comme lumière dans un tout petit bagage cabine. Parce que en fait je ne partirai pas sans light quoi, vous voyez. Un petit Profoto A2 pour le flash, un Magnum comme modeler, une boîte à lumière qui se plie. Une fois arrivé à l'aéroport, une navette t'attend, on te dépose à l'hôtel et ensuite t'es pris en charge pour toute la journée. Accueil royal, rien à dire. Bon, il n'y avait pas quelqu'un qui avait mon nom sur une pancarte, mais en vrai ça va, je l'ai bien vécu. Te vois venir. Évidemment, ils sont très cool avec vous pour que vous soyez cool dans les tests. Laisse-moi finir, Jean-Claude. On se dirige vers le centre des congrès, là on est attendu par les équipes Canon pour un brief. Dans ma session en moi, il y avait 5 personnes, dont des têtes connues que ça m'a fait vraiment plaisir de revoir. On assiste à une session d'une bonne heure où les boîtiers nous sont présentés et où l'on peut poser toutes les questions qu'on veut. L'idée c'est évidemment qu'on nous explique les nouveautés que contiennent ces modèles et qu'on puisse les prendre en main facilement sans se paumer dans l'ergonomie pendant notre test. Cette formation, elle est donnée par Jackie. Et Jackie, clairement, on voit qu'il est passionné, qu'il aime le matériel, qu'il y croit, et à aucun moment son discours il est commercial. Ça sonne vrai quoi. Après cette formation, on va manger, et l'après-midi, on a chacun 3 heures avec chaque boîtier pour faire nos tests en autonomie. Et c'est là que je dois le préciser, à aucun moment on a reçu des directives sur ce qu'on devait dire ou ne pas dire. À aucun moment on m'a demandé d'envoyer la vidéo avant de la publier, et aussi je ne suis rentré avec aucun des deux boîtiers. Aucun. Et ça me paraît quand même important à signaler. Bon, du coup, passons à la partie matos, on reparlera de la fin du voyage après. On a donc découvert les Canon R5 Mark II et R1, deux boîtiers haut de gamme, voire très haut de gamme de la marque. Et en vrai, je suis très content que ce soit ces deux boîtiers-là,
parce que ça va me permettre en fin de vidéo de te dire des choses que moi je trouve primordiales. Du coup, passons à la partie test de matériel. Comme je te le disais, on avait globalement 3 heures pour faire ce qu'on voulait. Comme moi, je suis perdu quand je shoot pas de gens, j'avais organisé en amont ma venue, j'avais réussi à avoir une autorisation de shooter dans un lieu incroyable. Merci encore d'ailleurs, c'était fou, le Palais des Rois de Majorque à Perpignan. J'ai un abonné absolument génial qui est venu faire des backstage et j'ai également Katharina qui est venue poser avec son copain qui est venu nous aider. Du coup, j'avais une belle petite équipe. Par contre, on a récupéré les boîtiers à 14 h, mais le temps d'aller à pied au lieu que j'avais choisi qui était très haut et très loin, le temps que Katharina arrive un petit peu en retard et qu'elle se change, finalement, en temps de shoot pur et dur, j'ai eu genre 1h45 parce qu'il a également fallu que je règle les boîtiers comme moi je le voulais, les boutons, tout ça. Et là, je le dis, on ne peut pas faire sérieusement un test de 2 boîtiers en 1h45. On peut les prendre en main, voir ce que ça donne, avoir un feeling ou pas avec, on en reparlera, mais on ne peut pas faire un test complet de 2 boîtiers aussi poussés en 1h45. On va donc parler des specs principales de ces boîtiers, surtout de celles qui moi m'ont marqué, et à la fin on parlera surtout de notre attitude à nous vis-à-vis du matériel. Alors, sans surprise, ce sont d'excellents boîtiers. Canon sur le segment hybride, ça fait des années qu'ils font de très bons boîtiers. Ces deux-là, de par leur positionnement haut de gamme, semblent faire peu, voire pas de compromis. Et d'ailleurs, certaines specs sont complètement lunaires. Les deux boîtiers partagent finalement pas mal de nouveautés, mais ont également évidemment pas mal de différences. On rentre dans le vif du sujet. Le truc que moi je voulais à tout prix essayer, c'était la mise au point avec l'œil. Globalement, tu mets ton œil dans le viseur de manière normale, à part que l'appareil photo sait où tu regardes et fait la mise au point pile à cet endroit. Alors ça, c'est apparu sur le Canon R3, mais apparemment ça a encore été amélioré. Et pour le coup, là, on parle d'une vraie nouveauté au sein des boîtiers, parce que c'est quelque chose que les autres ne font pas, tout simplement. Alors il faut savoir que déjà, il faut le calibrer pour chaque personne. C'est-à-dire que tu vas mettre ton œil dans le viseur, tu lances la calibration et il va te dire de regarder certains points précis dans les angles, au milieu, afin de voir en fait les mouvements de ton œil. Globalement, il est conseillé même par le boîtier de le calibrer plusieurs fois, plus que 2 ou 3, et surtout dans plusieurs conditions différentes de luminosité. Je l'ai calibré une seule fois pour tester et en effet, c'était pas ultra précis. Je l'ai calibré 2, 3, 4 fois et plus je calibrais et plus ça devenait utilisable jusqu'à devenir totalement utilisable. Après, il faut savoir que du coup, quand tu as ce mode qui est enclenché, tu vois le réticule dans le viseur. Moi, ça m'a perturbé au début parce que j'avais tendance à vouloir regarder ce réticule. Seulement, plus je bougeais l'œil, plus le réticule partait dans tous les sens. Et en fait, j'en oubliais de faire des photos et la mise au point. C'était un peu étrange. Une fois que tu as passé ce cap, tu peux globalement, pour ce que moi j'en fais, faire une mise au point en regardant dans le viseur, ça fonctionne. Parlons justement de l'autofocus. Sur ces deux boîtiers, l'autofocus est redoutable et tu as globalement 1000 façons de faire la mise au point. Et l'important quand tu as autant de possibilités, c'est de trouver celle qui te convient. Moi j'avoue, j'y étais en mode complètement feignant, c'est-à-dire que j'ai laissé la mise au point sur tout le capteur et j'ai simplement, avec mon doigt, sélectionné le visage de Katharina et en fait, tant qu'elle est dans le cadre, la mise au point est faite sur son visage. Ça a été amélioré parce que qu'elle soit en mouvement, qu'elle soit de dos, qu'il y ait quelque chose qui passe devant, la mise au point reste sur son visage. Donc du coup, moi ça me convient, j'ai fait comme ça, un petit coup sur le visage avec le doigt, à travers l'écran, sinon c'est bizarre. Et puis du coup, je me soucie plus de la mise au point. Et le suivi, je ne sais pas s'il est infaillible, mais en tout cas pour ce que moi j'en ai fait, il m'a tout mis dedans. En parlant de suivi et détection des visages, l'AF sur ces deux boîtiers a été améliorée avec ce qu'ils appellent un AF croisé, qui globalement comprend beaucoup mieux où se trouvent les visages, même quand quelque chose passe devant, de manière verticale ou horizontale, comme des filets de butte par exemple, ou des branches, ou des choses comme ça. Tant qu'on est dans l'autofocus, les deux boîtiers proposent une aide à la mise au point boostée par l'IA pour le sport. En gros, le R5 Mark II et le R1 savent identifier les scènes de 3 sports de ballon, à savoir le foot, le basket et le volley, pour savoir tout seul où faire la mise au point. Globalement, ils ont fait manger à l'IA du boîtier des tas et des tas de situations de sport, et le boîtier va globalement toujours choisir la meilleure personne, généralement celle qui a le ballon, et faire la mise au point dessus. Ça, moi, je ne l'ai pas testé, mais en tout cas, c'est dedans, et c'est une nouveauté. En parlant d'IA, il y a également deux fonctions qui sont dispo directement dans le boîtier, à savoir réduire le bruit d'une photo ou augmenter sa résolution par 4, alors ça c'est en JPEG.
Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que c'est pas une prise de vue avec le capteur qui se déplace. Non, c'est genre tu prends ta photo et plus tard, tu y reviens et tu peux augmenter sa résolution par 4. Donc pour le coup, il n'y a plus de problème avec les sujets qui bougent, etc. Ce type d'ajout, je pense qu'il faut que j'en parle en même temps que la connectivité parce qu'en fait, le but, c'est de préparer tes fichiers dans le boîtier pour les envoyer au plus vite possible. Niveau connectivité, les boîtiers sont faits pour envoyer les photos le plus vite possible à une équipe qui est avec toi. C'est-à-dire que tu as du Wi-Fi 6, tu peux passer par une appli, mais il y a également un port Ethernet en natif sur le R1 et que tu peux mettre via un grip sur le R5 Mark II. Alors là, clairement, Wi-Fi 6 et Ethernet pour envoyer tes fichiers directement, c'est pas un truc que le grand public va chercher à tout prix. Là, on est clairement sur des options qui vont beaucoup plaire à la presse, qui couvrent de grands événements et qui ont un photographe qui shoot et des mecs derrière qui envoient directement au magazine. Une autre avancée qui m'a fait ouvrir les yeux un peu grand, c'est la possibilité de faire des photos pendant que tu enregistres une vidéo. Alors ça peut paraître un peu bizarre, voire débile, mais je me suis retrouvé beaucoup de fois dans un cas où je faisais une capta et où on m'a demandé à la fin, au fait, on peut avoir une ou deux photos? Alors là, du coup, il y a un mode où tu peux, pendant que tu filmes, avec une télécommande, prendre des photos de ce que tu es en train de filmer. Et du coup, sur ta carte, tu auras à la fois ta vidéo et des photos, ce qui t'évite finalement d'aller faire des captures d'écran par la suite dans ton logiciel de montage. Et ça, je trouve ça, c'est bête, mais fallait y penser. Les deux appareils proposent une solution de pré-déclenchement, à savoir que tu peux récupérer quelques images avant d'avoir déclenché. Là, encore une fois, ça va s'adresser aux gens qui font soit du sport, soit l'animalier, ou quand c'est raté, c'est raté. Parlons des capteurs. Évidemment, la qualité d'image est au rendez-vous, mais de nos jours, on a l'habitude. Par contre, c'est le point où ça a un peu râlé sur les internets. Le R5 Mark II a un capteur de 45 millions de pixels, là où le R1 a un capteur de 24 millions de pixels. Déjà, je trouve ça cool parce que ça te montre que c'est pas forcément toujours le plus cher qu'il y en a le plus. C'est vrai que de nos jours, 24 millions de pixels, ça peut paraître peu, mais le R1 est-il un appareil pour moi? On en parle en fin de vidéo. Sinon, au niveau technique, les deux capteurs sont empilés, ce qui permet un rolling shutter assez maîtrisé, et ils promettent tous les deux jusqu'à 8,5 stops de stabilisation, suivant les optiques utilisées. Parlons de la rafale. On est sur deux appareils qui globalement seront très à l'aise en sport. Le R5 Mark II propose 30 images secondes, là où le R1 propose 40 images secondes. 40 images par seconde. En vrai, c'est beaucoup. Genre ça, c'est une rafale. C'est des photos, donc si je les décompose, ça donne ça. J'ai Sur le R1, tu as même une fonction qui te permet de régler deux rafales différentes. C'est-à-dire que tu peux déclencher et être à 15 images par seconde et appuyer sur un boost de rafale, sur un bouton que tu auras programmé, pour passer à 40 images par seconde quand le deuxième bouton est enclenché. En fait, ça permet de ne pas excessivement remplir tes cartes, parce qu'une rafale à 40 images seconde, je peux te dire que ça remplit vraiment des cartes. Et du coup, là de nouveau, en parlant des cartes, ça diffère sur les deux appareils. Le Canon R5 Mark II a un slot CF Express et un slot SD, là où le R1 n'a que des slots CF Express. Niveau accessoires, les deux boîtiers arrivent avec une nouvelle batterie qui a globalement la même forme que les anciennes, mais plus puissante. Les anciennes restent compatibles avec ce boîtier, mais apparemment elles brident certaines fonctionnalités. Je ne sais pas lesquelles. Enfin, on finira avec une des plus grosses avancées pour moi, la vidéo. Les deux boîtiers ne rigolent vraiment pas dans ce domaine et fourniront aux vidéastes des outils vraiment costauds pour travailler. 4K 120, 2K 240, du RAW en interne. Le R1 proposera du RAW 6K en 60p, là où le R5 Mark II ira jusqu'au 8K en 60p. On est vraiment sur des specs de haute volée, surtout quand on sait que toutes ces cadences sont sans crop. Niveau pratique, les deux boîtiers ont un HDMI type A, et vraiment merci, parce qu'en vrai, on vous le dit, les constructeurs d'appareils photo, on déteste les micros HDMI, c'est nul, voilà. Et il y a un voyant sur le devant de l'appareil qui s'allume quand l'appareil est en train d'enregistrer une vidéo. Et ça, c'est vraiment bien pour les mecs comme moi qui font du YouTube, de savoir que tu es en train d'enregistrer, ça évite de tourner une vidéo de 2 heures pour au final n'avoir pas démarré l'enregistrement. On récupère sur les deux boîtiers le Canon Log 2 qui promet 16 diaphes de dynamique et un double ISO natif à 800 et 4000. Alors le log, il est bien caché dans les menus, genre très bien caché. Tellement bien que je ne l'ai pas trouvé, on m'a dit après où il était. Mais il y est, mais il est bien caché.
C'est presque à se demander si par exemple prendre un R5 Mark II, ce serait pas avoir à la fois un très bon appareil photo et à la fois une très bonne caméra, tellement les specs sont proches des caméras Canon en fait. D'ailleurs, pour appuyer cette sensation que le boîtier fait vraiment deux univers différents, on a un sélecteur qui fera qu'on soit soit en mode photo, soit en mode vidéo, directement à l'allumage de l'appareil. Pour ceux qui redouteraient la surchauffe, le R5 Mark II a un accessoire qui, sous la forme d'un grip, ramène un ventilateur supplémentaire dans l'appareil. Bon, en vrai, j'ai sûrement oublié des trucs, mais croyez-moi, le principal va venir. Il y a des tas de vidéos ultra détaillées qui parlent de chaque sous-menu, de gens qui savent faire ça très bien. Moi, vous le savez, c'est pas vraiment mon domaine. Pourquoi je vous ai dit en début de vidéo que j'étais content que ce soit ces deux boîtiers-là qui soient présentés? Parce qu'ils me permettent de faire la conclusion que j'espérais pouvoir faire. Ces deux boîtiers sont des boîtiers de très haute volée, au niveau de ce qu'ils proposent, mais également au niveau du tarif, soyons sincères, 4 450 € pour le R5 Mark II, 7 450 € pour le R1. On ne peut pas vraiment les qualifier d'appareils grand public, mais le sont-ils? Et c'est exactement de ça que je voulais parler. Les specs de ces boîtiers sont pour moi des specs très pointus que l'on peut aborder sous deux angles. Soit de se dire que ce sont des specs que vont rechercher des professionnels qui ont besoin d'outils à la pointe et qui dans ce cas-là vont acheter ces boîtiers sans aucun problème, agence de presse par exemple pour le R1. Soit on peut aussi les voir comme un boîtier que n'importe qui peut acheter, tout en sachant que pour moi, encore une fois, ils ont déjà de l'avance au niveau spécificité. C'est-à-dire que du 8 carreaux 60, c'est génial techniquement, mais je suis pas certain que demain tout le monde filme comme ça. Ce qui veut dire que globalement, si ces boîtiers ont de l'avance, ça veut dire qu'ils ne seront pas obsolètes dans quelques mois, voire années. J'ai l'impression qu'on est arrivé à un point technique où tout marche tellement bien que les marques sont obligées d'innover différemment, notamment avec de l'IA. On le voit ici avec la mise au point avec l'œil ou la reconnaissance des scènes de sport tout simplement. Et ça, je sais que ça peut en énerver certains d'avoir toujours plus, mais est-ce qu'au final, en tant que consommateur, on n'a pas joué un rôle là-dedans? En allant par exemple voir tout de suite les specs matériels dès qu'un boîtier sort, en spéculant sur la sortie, en disant bah tiens ce serait bien qu'il est mieux que l'ancien, alors que des fois il y a déjà tout ce qu'il faut dans beaucoup d'appareils. À chaque sortie de matériel plutôt haut de gamme, il y a une partie du public qui va dire mais c'est affreusement cher, c'est beaucoup trop cher, alors que pour moi la vraie question est est-il pour moi? Et l'exemple il est absolument parfait avec ces deux boîtiers, parce que si Canon m'avait proposé d'en prendre un des deux, j'aurais choisi le R5 Mark II alors qu'il coûte 3 000 € de moins que le R1. Tout simplement parce que le R5 Mark II est beaucoup plus proche que ce que je recherche dans un appareil que le R1. Plus de résolution, plus costaud en vidéo, même si en vrai c'est déjà trop, et surtout une ergonomie qui me va. Le R1 c'est un tank. Mais je comprends que des gens adorent ça, mais moi en fait je me suis pas senti à l'aise parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de gros boîtier quoi. Et ce R1, il a des tas de choses très pointues dont j'ai pas besoin. Le port Ethernet par exemple, une rafale à 40 images secondes, et surtout un énorme boîtier avec des boutons absolument partout. Moi je suis le genre de mec, il me faut 3 roulettes pour ISO, vitesse, ouverture, un bouton où quand j'appuie dessus ça fait la mise au point sur l'œil, et un truc pour la balance des blancs. Et avec ça je fais une carrière, genre vraiment. En vrai, dans l'idéal, il faudrait que dans le futur, on ait une sorte de gamme modulaire avec le même boîtier dans lequel on mettrait les éléments qu'on veut ou qu'on veut pas et que le prix s'ajuste en fonction. Mais ça, ça n'a pas l'air vraiment possible là tout de suite. Donc du coup, les marques sont bien obligées de segmenter un peu leur matériel en essayant de s'adresser à des publics un peu prédéfinis. La question est donc, pour qui sont ces boîtiers? En ayant eu le R1 en main, j'ai tout de suite su qu'il n'était pas pour moi. Trop gros, trop lourd, trop performant dans des domaines que je n'utilise pas. En vrai, moi, je ne prendrai pas un R1, mais là où une agence de presse va en prendre 10, et je comprendrai tout à fait pourquoi. Si un amateur fortuné veut se faire plaisir en achetant un R1, je comprendrai pourquoi. Parce qu'il faut évidemment pas oublier le côté plaisir de la photo. Si des gens veulent avoir un boîtier haut de gamme, grand bien leur face, ils ont tout à fait le droit. Le R5 Mark II, quant à lui, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Performant, polyvalent en photo et en vidéo, d'une taille et d'un poids très raisonnable, et du coup ça, je me verrais largement partir sur un job avec ce boîtier. Il est pour moi parfait pour les photographes vidéastes qui ont besoin de résolution, d'une grosse qualité d'image et d'une grande souplesse de travail en vidéo. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, je vous parle de ces deux appareils parce qu'ils viennent de sortir, c'est le jeu de la communication, mais qu'il existe encore des gammes inférieures, voire plus vieilles. Le R6 Mark II par exemple est pour moi l'un des meilleurs boîtiers de sa gamme.
Je ne sais pas si c'est les marques qui nous poussent à vouloir toujours plus, ou si c'est nous qui poussons les marques à faire toujours plus, mais je pense que des fois, il est pas mal de prendre un peu de recul et de se dire, bon, de quoi ai-je vraiment besoin? Et permettez-moi de finir avec une ouverture dans l'ouverture. Désolé Canon, mais vous avez fait ça pendant Visa pour l'image, et en vrai j'ai pris une petite baffe. Visa pour l'image, c'est un énorme rassemblement de photojournalistes. Et j'avoue que moi, y être invité en tant que petit youtubeur, qui passe la plupart de son temps à faire de l'esthétique, je me suis senti un peu petit au milieu de tous ces gens qui font du sens. Pendant la soirée, j'ai vu des expos et des reportages incroyables, dont certains vraiment poignants. Et en vrai, à aucun moment, je me suis demandé avec quel boîtier ça avait été fait. Choisissez votre outil, celui qui vous convient, et faites des choses. En tout cas, je voulais vraiment remercier les équipes de Digit, Tristan, Jonathan, de m'avoir permis de partir là-bas, parce qu'en vrai c'est quand même vraiment cool et assez valorisant d'être invité. Étienne de chez Canon, Jackie, j'ai un petit coup de cœur pour Jackie, je le dis dans cette vidéo, et puis tous les gens qui ont rendu ce voyage possible. Le modèle Katharina avec qui ça s'est très bien passé, cet abonné incroyable dont je ne connais même pas le vrai nom parce qu'il a un pseudo sur Instagram, qui m'a donné de son temps pour venir faire les backstage. En tout cas, n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir mon travail en achetant du matériel sur Digitphoto, dans la case code créateur, si vous rentrez Loris Romano, c'est moi, j'aurai une petite partie de votre panier, ce qui me permettra de dégager du temps pour refaire ce genre de vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Light & Shoot.